De retour sur le plateau du débat panafricain, si vous nous rejoignez, nous allons parler avec vous de la République démocratique du Congo et l'on s'interroge pourquoi on a l'impression que l'armée et la MONUSCO, la force onusienne de ce côté-là, semblent inefficaces ou peut-être incapables face au massacre que connaissent les populations de Béni depuis déjà quelques semaines, oui. Et les chiffres officiels parlent de plus de 200 morts déjà, des méthodes qui sont classiques. On brûle les maisons, on découpe les gens et malgré l'armement dont possède la MONUSCO, malgré l'effectif au sein de l'armée congolaise, on n'a vraiment pas l'impression que les choses changent de ce côté-là. Et donc, que se passe-t-il à l'est de la RDC? C'est la grande question. Nadège Ngweni nous donne quelques éléments de réponse. Que se passe-t-il exactement à Béni, cette ville située au nord-est de la République démocratique du Congo? Plus de 250 personnes auraient été tuées à la faveur de la nuit, essentiellement à l'arme blanche depuis le début du mois d'octobre 2014 dans la ville et le territoire de Béni. Le gouvernement quinois, la MONUSCO ainsi que plusieurs diplomates et experts ont imputé la responsabilité de ces tueries aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF, présents dans l'est de la RDC depuis 1995 et opposés au président ougandais Yoweri Museveni Kaguta. Les ADF, qui ne compteraient plus que 400 combattants à ce jour, sont l'un des principaux groupes armés réputés violents et impitoyables qui terrorisent le Grand Nord Kivu. Une organisation assez impénétrable dont le noyau dur serait ougandais. La rumeur affirmant que l'on trouve aussi des Soudanais. À majorité musulmans, il instaurerait selon différents témoignages un ordre islamique dans les zones sous leur contrôle, à savoir les contreforts montagneux de Rwenzori à la frontière entre le Congo et l'Ouganda. Bien armés, bien entraînés, ils sont connus pour kidnapper des hommes, des femmes et des enfants, et même des hommes d'église. On leur prête une lecture radicale du Coran. Leur chef, Djamil Moukoulou, serait un chrétien converti à l'islam tabligh. L'ONU s'est inquiétée récemment d'une nette dégradation de la situation sécuritaire dans l'ensemble du Nord Kivu, liée à ces massacres des ADF, mais aussi à un regain de violence dû à d'autres groupes armés dans le sud-ouest de la province et à une hausse de la criminalité. Place commerciale importante, Béni est le fief des Nandes, une communauté bantoue dont les dirigeants s'étaient ralliés massivement à une milice soutenue par l'Ouganda pendant la Deuxième Guerre du Congo de 1998 à 2003. Depuis le début des massacres, la population dans cette partie du pays dénonce la passivité des autorités congolaises et les casques bleus de l'ONU. En effet, sur le terrain, tout le monde semble désemparé, à commencer par l'armée RD congolaise qui, depuis la disparition brutale du général Lucien Bahuma Ambamba, décédé le 30 août à Pretoria en Afrique du Sud des suites d'un accident vasculaire cérébral AVC, manifeste peu d'empressement dans sa lutte contre les ADF baptisée Opération Sokola. Une nonchalance qui serait en partie due au non-paiement de leur solde depuis près de 2 mois. Mais alors que l'on s'interroge sur les raisons de la recrudescence de ces violences dans le Nord Kivu et l'incapacité des FARDC et casques bleus de l'ONU à contenir ce fléau, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a créé également la surprise en déclarant non seulement que les combats contre ces rebelles ne peuvent pas être gagnés rapidement, mais également que cette mission onusienne dans le pays depuis une quinzaine d'années amorcera un retrait de ses effectifs estimés à 20 000 hommes en 2015 et les troupes combattantes devraient être parties au plus tard en juin 2016. Une décision incompréhensible, voire suicidaire pour le peuple meurtri non seulement du Nord Kivu, mais aussi des provinces du Sud Kivu, du Katanga et de la province orientale, estime une partie de l'opinion nationale. Pour rappel, depuis plus d'une vingtaine d'années, cette région de l'ex-Zaïre, devenue RDC, David espère, est déchirée par des conflits alimentés par des divisions ethniques, des querelles foncières et l'appétit que suscitent les abondantes richesses naturelles de la région. Voilà, merci Nadège Ngweni. Et donc, on va commencer, comme d'habitude, par Yaoundé avec notamment David Eboutou. Alors, David, nous parlons à présent de la RDC la semaine dernière. On devrait le faire, on l'a renvoyé et c'est chose faite aujourd'hui. Des massacres à l'est de la RDC et qui sont attribués aux rebelles, aux Ougandais. On dénombre un peu plus de 200 morts. Nadège nous disait dans le reportage même plus de 250 morts. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle est votre lecture de la situation à l'est de la RDC et notamment à Béni?
la RDC, la République démocratique du Congo, est confrontée comme d'autres États continents, je parle bien d'États continents d'Afrique, par ce problème de failed state qui veut que, à la réalité, l'État central n'ait pas toujours l'emprise sur les périphéries et assurer de manière efficiente et efficace l'autorité de l'État central sur ces périphéries-là. J'ai convoqué tout à l'heure la notion d'État continent pour convoquer de manière tacite la notion de superficie. Si on a regardé la RDC, 2 millions de kilomètres carrés, un peu plus d'ailleurs, on a vu le problème avec le Tchad, qui a presque les mêmes superficies qui tendent vers là. On a regardé du côté du Soudan, on a vu du côté de la Libye, de la RCA. On voit bien que ces États-là en Afrique ont souvent été considérés comme des États continents du fait de la superficie. Et à l'empiricité des choses, on constate bien que l'État central n'arrive pas toujours à contrôler les différentes périphéries du point de vue de ce que j'ai dit, du contrôle effectif de l'État et même du déploiement des sociétés décentralisées qui devraient souvent s'y retrouver. Ça a souvent été le cas en RDC, ça a souvent été le cas en RCA, ça a souvent été le cas au Soudan. Le Soudan n'a pas eu un peu plus de chance parce que là-bas on en est arrivé à la partition. Maintenant, le danger et le drame ici, c'est que ces périphéries souvent abandonnées ont souvent des groupes, se voient souvent fabriquer des groupes instrumentalisés depuis l'extérieur et qui font une espèce de chantage à l'État central, ce qui continue d'affaiblir l'autorité de l'État central qui lui-même déjà structurellement a déjà pris un coup. Il faut bien savoir que dans le cadre de la République démocratique du Congo, les parties périphériques concernées aujourd'hui, que ce soit l'Est ou le Nord Kivu, de cette partie du territoire-là, on remarque une chose, c'est que la constance, ici, revient à dire qu'il y a eu, depuis un certain nombre d'années, une résurgence des mouvements rebelles qui naissent là-bas comme des champignons, que ce soit la CNDP, que ce soit les Mai Mai, que ce soit le mouvement du M23, les FLDC, c'est des mouvements de rébellion qui naissent de ce côté-là, avec tous parfois des prétextes de rébellion qui peut-être peuvent se justifier dans le fond, mais qui dans l'empiricité ne devraient plus tenir. C'est le cas, par exemple, du M23 qui est parti des accords non respectés du 23 mars 2009. C'est d'ailleurs pour cela que ce mouvement a été baptisé le mouvement du M23, en référence à ces désaccords-là. On voit bien que, malgré la bonne volonté de l'État central d'entrer en résolution de ce conflit-là, en permettant à un certain nombre d'anciens rebelles de rentrer dans le gouvernement, pas seulement de rentrer dans le gouvernement, de rentrer dans l'armée pour des ex-combattants et d'intégrer systématiquement un certain nombre d'anciens combattants, il y a toujours une résurgence de mouvements de rébellion de ce côté-là. Maintenant, on voit qu'il y a eu une force internationale qui est quand même là depuis pas mal d'années, à savoir la MONUSCO. La MONUSCO, elle-même aujourd'hui, son rôle semble ambigu, ou sa mission, du point de vue de ses objectifs. On a bien vu que le rôle d'une force comme la MONUSCO, de ce côté-là, était de maintenir la paix, coûte que coûte, en utilisant la logistique nécessaire mise à sa disposition. Mais remarquez que depuis que la MONUSCO est là, il y a eu des mouvements des rebelles ou des mouvements de rébellion qui ont continué à naître et qui ont même été, selon certains rapports, je vais convoquer le dernier rapport par exemple d'International Crisis Group qui dénonce par exemple le fait que pendant que un certain nombre d'États africains cherchaient à mettre la main sur Bosco Taganda, la MONUSCO voyait traîner dans le nord et l'est Kivu, Bosco Taganda, sans mettre la main sur cet individu-là. Et on est donc en lieu de croire qu'il y a une espèce de corruba entre l'Occident et leur mission internationale qui arrive souvent là, pas dans le but de maintenir la paix, mais d'encadrer des mouvements rebelles qui naissent comme ça et qui sont instrumentalisés pour amener le gouvernement central, l'État central à plier et à fléchir. Malheureusement, les postures dans le cadre des différentes périphéries en état de crise en RDC aujourd'hui font que les États périphériques qui devraient soutenir dans une lutte concertée, dans une lutte mutuelle, cette crise-là, ne le font pas simplement parce que quand on regarde un État comme le Rwanda qui considère, et ça c'est du point de vue pratique, qui considère la RDC comme un État vassalisé, qui considère que la RDC est un État sous sa tutelle, malgré la différence énorme de superficie, ou même un État comme l'Ouganda qui continue à voir la RDC comme un terrain de base arrière pour les entraînements et l'expérimentation de pas mal de bassesses.
il y a lieu de s'interroger. Parce que jusqu'alors, on n'a pas réellement l'impression que malgré toutes les solutions proposées, que ce soit la conférence internationale des Grands Lacs qui a mis sur pied une force neutre à l'époque, que ce soit la MONUSCO qui est là depuis pas mal d'années, on a l'impression que tout va à reculons. On a l'impression que rien n'est fait et que jusque-là, il faille peut-être commencer à songer à un véritable dialogue interne comme celui de Béni, mais qui appelle à une sincérité. En venant dans vos studios, on m'a dit que certaines autorités de Kinshasa n'ont pas répondu présent à cette rencontre de Béni. Ce qui est étonnant dans la mesure où le problème, à mon avis, de la République démocratique du Congo pourra trouver solution ou matière à solution si les fils et filles de ces pays-là se rendent véritablement compte que leur territoire est une vache à lait et que tant qu'eux-mêmes continuent de s'entretuer, à la réalité, l'Occident continuera d'instrumentaliser des groupes pour pouvoir en tirer profit. Et ce ne sera que dommage pour ce grand pays qui, il faut bien le rappeler, si il est déstabilisé, ce sera... j'imagine la sous-région Afrique centrale et même Afrique de l'Ouest qui risque de prendre un coup parce qu'il fait partie de ce que les États-Unis appellent des États pivots, des pivot states, qui, dans leur mécanisme de déstabilisation, entraînent également l'ensemble des déstabilisations des micro-États qui l'entourent. Voilà, merci David Eboutou qui vient complètement dresser la table, on va le dire ici. Alors, avant votre intervention avec Ekoué, je vais prendre Robert Mbello qui revient puisque nous parlons de son pays, la RDC. Robert Mbello, vous êtes au bout du fil. Alors, nous remarquons, Robert Mbello, qu'à chaque fois, c'est le même mode opératoire qui se passe de ce côté-là. Les assaillants attaquent la nuit, ils massacrent les populations à l'arme blanche et parfois les villageois sont brûlés vifs pendant leur sommeil. Vous, Robert Mbello, que pouvez-vous nous dire? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'armée congolaise et même la MONUSCO, la mission onusienne, sont incapables de mettre fin à tous ces massacres? Je vais d'abord parler de la MONUSCO. La MONUSCO qui était d'abord... Oui, pardon? On vous écoute. La MONUSCO qu'on appelait d'abord la MONUC avant, était en République démocratique du Congo, est arrivée en République démocratique du Congo depuis 2002. Donc ça fait 10 ans. 10 ans qu'ils sont là, 20 000 hommes bien équipés avec des matériels militaires de pointe. Alors que les groupes ou les groupuscules rebelles qu'on dit, ou groupuscules rebelles, ne sont que 5 000 ou 2500. Comment n'arrive-t-elle pas la MONUSCO d'enrayer des troubles à l'est de la République démocratique du Congo? Tout simplement, vous devez savoir que les lobbies puissants des multinationales ont déjà fait leur entrée dans les instances onusiennes. Vous savez, beaucoup de radios l'ont rapporté, beaucoup d'écrits là-dessus. La MONUSCO est en République démocratique du Congo, elle est en titre des commissionnaires des multinationales pour vendre les richesses de la République démocratique du Congo qui sont bradées dans des centres à Kigali, à Bujumbura ou à Nairobi. Sachez que l'armée congolaise dont on parle, le FARDC, n'existe plus ou n'existe pas à l'est de la République démocratique du Congo. Toute l'armée est infiltrée par des troupes rwandaises et dirigées par des officiers rwandais. Donc, la raison pour laquelle ces gens attaquent toujours la nuit, parce qu'évidemment, ils sont toujours là sur le terrain. On avait dit que le M23 est parti, le M23 n'est pas parti. Ils sont toujours là, ils changent de nom, ils changent de tenue, ils changent des uniformes pour continuer à exercer des pressions afin de commencer la balkanisation de la République démocratique du Congo. Pourquoi Béni? Béni parce que justement, on vient de découvrir encore d'autres gisements de pétrole. Alors, il faut que toute cette population d'origine congolaise qui sont dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, aujourd'hui même, une partie de la province orientale, on doit dépeupler ces régions pour laisser la place à une population donc d'origine rwandaise qui, elle, viendrait réclamer un référendum pour
que ces territoires puissent leur appartenir. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que le gouvernement central n'exerce disons, aucun pouvoir régalien sur ces territoires, et ce gouvernement est aussi bloqué, infiltré. Alors, comment vous pouvez, est-on arrivé là? C'est parce que tout simplement. Alors, Robert Bello, alors avant de vous reprendre l'antenne, nous, on avait quand même, avec la chute du M23, on croyait en avoir terminé complètement avec la plus grande menace de ce côté-là, à l'est du pays. Comment vous expliquez cette autre résurgence de violence? Le M23 s'est replié en Ouganda, où Museveni les a accueillis. Ils étaient là. Maintenant, vous avez entendu dernièrement, on dit voilà, les 1500 ou 1600 anciens des M23 qui étaient installés dans des camps de réfugiés en Ouganda ont fui les terrains pour aller où? Voilà qu'on est en train de jouer avec les nerfs du peuple congolais. Tout simplement parce que nous n'avons pas d'armée et notre président, qu'on appelle président juste de nom, il est faible. Il est fait allégeance aux puissances étrangères, notamment à l'Ouganda et au Rwanda. C'est le Rwanda qui dicte la politique à suivre pour le Congo. Et aujourd'hui, vous voyez même que tout ce qui se passe dépasse même l'entendement d'un chacun. Ceux qui sont sur le terrain. Au même moment où Joseph Kabila était à Béni pour aller, soi-disant, conforter les populations, cette même nuit, on a encore égorgé 18 personnes. Vous vous rendez compte? Donc, il est maintenant arrivé le temps où on doit lever, les masques doivent tomber, où la communauté internationale doit dire clairement ce qu'elle pense. C'est ainsi que vous verrez, d'ici là, quelques temps, les Américains sont en train de faire monter leurs enchères en disant qu'il n'y aura plus troisième mandat pour Kabila, etc., etc., tout simplement parce qu'ils sont arrivés aussi à constater que trop, c'est trop. Voilà. Et à vous, Robert Mbello, et donc ils sont arrivés à constater que trop, c'est trop. Henriette Ekoué, la situation à l'est de la RDC. Oui, c'est une véritable tragédie, mais cette tragédie, elle est ancienne. Elle s'est un peu calmée avec Mobutu qui a tout livré aux Occidentaux. Il a même livré une partie du territoire pour que ce soit un terrain d'expérimentation de la CIA et surtout un élément de soutien contre les pays de la ligne de front qui soutenaient les mouvements de libération. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'au fond, la MONUSCO, donc l'ONU, est au service de grands intérêts occidentaux et l'ONU n'arrive pas à régler ce problème parce que l'objectif principal des Occidentaux, c'est de faire une partition de ce territoire. Madeleine Albright a tout tenté pour demander à Laurent Désiré Kabila, qui à un moment été soutenu par les Américains, bien sûr, pour aller à Kinshasa. Bon, maintenant, il faut qu'on partage. Kabila Père, Laurent Désiré. Oui. Il faut qu'on partage le territoire. Kabila lui a raccroché au nez et c'était le début du calvaire de Kabila. Le petit, le fils a cru rassuré. Mais quand on constate qu'il y a le cercle des pays des Grands Lacs qui était censé faire la paix au Congo, mais qui finalement est sous domination de l'Ouganda et du Rwanda, le Rwanda veut précisément avoir une partie du territoire. Parce que justement, j'allais demander que gagne la LRA, qui est ougandaise, à déstabiliser toute cette région-là. Oui, oui. Mais la LRA, maintenant, on dit qu'ils sont gognés du côté de la RCA. Mais tous ces mouvements qui se sont mis là ont évidemment aussi, ne pouvaient pas, l'armée ne pouvait pas les combattre d'abord parce qu'il n'y avait pas de moyens, parce que ces gens-là sont aussi instrumentalisés par des grandes sociétés, de grandes puissances, qui font que même si
Kabila voulait, il faudrait qu'il ait une armée très puissante. On a vu comment le colonel ou le général qui a vaincu le M23 a été assassiné 2 semaines après. Oui. On lui a tendu une embuscade et il est tombé dedans et il est mort. Oui. On a dans le cas de la RDC un cas patent de ce que peut faire l'impérialisme en termes de capacité de nuisance. Il n'y aura jamais la paix tant que le président congolais n'aura pas dit « faites de cette région ce que vous voulez, j'accepte ». Souvenez-vous qu'un beau jour, Sarkozy, bon, je ne sais pas si on boit de l'odontol en France, mais un jour il s'est levé et il a dit comme ça que, bon, il faut qu'on donne une partie de la RDC au Rwanda. Et le Rwanda s'est toujours servi du fait que, étant donné que c'est un petit pays et que l'Est du Congo et le Rwanda, le Burundi ont été gérés ensemble, de dire que non, nous avons nos populations qui ont été là-bas, nous y avons droit, et finalement, il y a une dispute de la souveraineté vis-à-vis du pouvoir central de Kinshasa. Donc, ce qu'on est en train de dire là, demain, après-demain, dans 5 ans, 10 ans, on pourra revenir encore. Il y aura 1001 mouvements qui seront nés. Et effectivement, maintenant, pour ce cas d'Imbelo, ce qui se passe aujourd'hui, c'est essayer de vider les populations d'une région pour en injecter d'autres et pour que ces peuples-là prétendent à la légitimité et à la souveraineté sur un territoire qui n'est pas le leur. On a fait ça un peu au Kosovo. Les gens se sont exilés, les Albanais, et puis un matin, on a arraché le Kosovo à la Serbie pour le donner à un trafiquant d'organes, à Tim Tasic. Donc, on est dans une situation qui peut arriver dans toute l'Afrique. Et le modèle de la RDC est justement le modèle de ces régions où quand il y a une richesse, quand il y a des richesses en jeu, vous n'avez pas droit à la paix. Quand il y a des richesses en jeu, vous n'avez pas droit à la paix. Merci Henriette Ekwe. On va au studio 2. Maître Yambi, je veux m'adresser à vous. Alors, pourquoi est-il si difficile, donc, après tout ce qu'on a pu apprendre, pourquoi est-il si difficile de mettre fin à la rébellion à l'est de la RDC? Des petits soucis avec le studio 2, comme d'habitude. Bon, ça va s'arranger, nous à Sadio. La RDC, pourquoi c'est difficile de pacifier cette zone? Bachir, la RDC réunit beaucoup de causes qui fusent que, je ne sais pas si je parle en bon français, qui fusent que la RDC soit un scandale géologique. Alors, vous me permettez quelques secondes, on prend Pierre qui nous attend au téléphone et je reviens à vous. Pierre nous appelle donc de Luanda, en Angola. Bonsoir Pierre, on vous écoute. Oui, allô, oui. J'appelle à partir de Luanda, je voudrais intervenir à propos de ce sujet. Je voudrais dire que c'est l'incapacité du gouvernement central de la RDC qui est en train de favoriser tous ces problèmes. Parce que même les MONUSCO, il faut les considérer comme une organisation de rebelles. Les MONUSCO, c'est comme les M23. Tous, sans les M23, sans ces mouvements de rebelles, les MONUSCO ne parviennent pas à voler les richesses. Pour cela, ils sont en train de favoriser, ils sont en train de faire les semblants. Les MONUSCO sont en train de profiter auprès des rebelles. Alors, c'est au peuple congolais de se lever. La société, il faut faire partir M. Kabila. Parce que lui-même, il est complice de tous ces problèmes. Du fait qu'il n'est pas le vrai Congolais, il est en train de favoriser les Rwandais, tous ces gens-là. Dans l'armée congolaise, il y a la faveur parce que tous les officiers, les grands chefs, ce sont les Rwandais. Alors la société, il faut faire partie de M. Kabila, mettre au pouvoir un vrai Congolais. Pour cela, je fais appel à tous les Congolais de le faire pression, de le faire partir comme M. Blaise Compaoré, qu'il ne puisse plus réviser la Constitution. Merci. Merci à vous pour cet appel depuis Luanda, en Angola. Alors, Noah Sadio. Je suis un peu édifié par notre auditeur, mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, dire que Kabila, ce jeune, je ne suis pas son supporter peut-être comme les gens pensent, mais il a trouvé un pays en lambeaux. Oui. Il a trouvé un pays en lambeaux. Lui, au moins, il est en train de donner l'eau au peuple. Il faut que les expatriés aussi sachent raison garder
et participer à l'édification d'un pays solide sans parti pris. Comment voulez-vous qu'avec des mastodones comme Kagame, qui a composé avec son papa, et des gens comme Yoweri Museveni, vous avez oublié le moment où l'Ouganda et même le Rwanda se sont battus sur le gâteau de quelqu'un. Vous deux, vous venez, vous vous battez comme il n'est pas permis. C'était une guerre terrible entre les deux. Donc les sauveurs qui reviennent encore ennemis. Rien que sur le coltan. Hein, il y a le coltan à Kigali. Alors justement, on a un appel de Béni en RDC, la zone des problèmes. Monsieur Ngomna nous appelle, Aristote. Bonsoir à vous. Vous êtes à Béni et nous parlons justement de cette localité-là. Que pouvez-vous nous dire? Mon frère et ma soeur, nous vivons un moment très très difficile à Béni. Et c'est là où se passent tous les massacres. Et jusque-là, nous avons déjà perdu nos frères, nos sœurs. Une chose que nous déplorons vraiment. Et ce que le monsieur qui a appelé de l'Angola, de Luanda, ce qu'il a dit, c'est ça le vrai dossier. Nous avons nos dirigeants congolais n'ont pas la vraie nationalité congolaise de la RDC. C'est ça qui nous cause toujours des problèmes. Parce que vous allez voir, l'armée est composée des Rwandais, des Ougandais. Et même là que je vous parle, au même moment que je vous parle ici, nous sommes enfermés dans nos maisons. Personne n'a droit de marcher. Et vous voyez la période de fête. C'était le moment où la population pourrait même se servir pour jouer avec les gens et boire quelque chose, mais tout le monde est dans sa maison à cette heure. Béni, nous considérons Béni comme ce n'est pas une partie de la RDC. Plus de 300 morts dans un mois et le gouvernement central ne dit rien, le gouverneur des provinces ne dit rien. On se demande si réellement qu'est-ce que Béni a fait, puisque jusque-là, il n'y a aucune réaction. Et ça fait 2 jours là qu'il y a un problème qui s'est passé même dans la centre-ville. Et on n'a rien parlé. On se demande, mais qu'est-ce que Béni territoire, Béni ville a fait pour qu'on soit menacé jusqu'à ce point-là? Monsieur, c'est une chose que je suis content d'intervenir à cette émission. Et bonne soirée. Merci à vous, Monsieur Gouna Aristote. Et nous espérons que les choses vont s'arranger très rapidement. Beaucoup de courage en tout cas. Noa Sadio. Oui, je suis très d'accord avec M. Gouna Aristote. Mais ce qu'il ne sait pas, le tailleur ne peut pas te faire un pantalon parfait si tu n'es pas debout qui te mesure. Vous avez laissé, vous avez laissé le Zaïre, le Congo aux mains comment le petit Rwanda, en population, bien sûr. Kagame vous manipule comme il n'est pas permis. Et voilà ce qui se passe. Le gouvernement central, le jeune Kabila, il a grandi, c'est vrai, hors du Zaïre, mais il est congolais. C'est pas parce que sa mère est rwandaise et qu'il n'est pas congolais. Ça, loin de là. Et c'est ça qui est même dangereux. Vous savez, aux États-Unis, on ne peut pas être président tant qu'on n'est pas né dans le territoire américain. Mais ces histoires de tu es venu du Cameroun ou d'autres, ce n'est pas leur problème. Il faut être né seulement sur le sol. D'ailleurs, là-bas, c'est le droit de sol. Mais quand tu as la nationalité, tes droits prévalent comme les droits d'un autre qui a la nationalité. Évacuez cela. Mais ne soyez pas ici à danser que le rumba, la rumba ou c'est le rumba. Les jeunes sont là à danser à Kinshasa, alors qu'une partie du pays est en train de... Il faut être patriote et nationaliste. Les Yoweri Museveni qui ont enseigné Kagame, il a grandi là-bas. Il a refusé même le français, ça c'est son droit le plus absolu. Il parle anglais. Tout ça c'est pour vous bluffer. Soyez sérieux et arrêtez de vaguer à des conneries dans les pays limitrophes. Allez-y défendre votre patrie. Vous ne pourrez jamais être mieux servi que par vous-même. Hein? Ça, je vous le dis et je vous le dis. Le jeune Kabila, quoi qu'on dise, moi je ne connais pas Kabila, je n'ai aucun intérêt. Mais ce monsieur a un peu stabilisé une partie du pays. Hein? Parce que lui, il est venu au pouvoir, il travaille, il fait des routes. Hein? Vous êtes là, vous n'entrez pas au Congo, vous revendiquez toujours. C'est comme
je ne sais pas comment je vais vous... Lui, en ce moment, avec Museveni, il s'était bien battu pour les intérêts de leur pays différents, alors que c'était des complices. Finalement, la complicité sur le gâteau n'a pas pu aller. Hein, le gâteau congolais. Le Congolais ne pourra être que le Congolais est le sauveur de son pays. Si vous arrêtez d'abord, vous négligez d'abord l'inutile et vous allez à l'agréable et à l'utile, je vous assure, votre pays sera qui? C'est ça depuis Lumumba. Lumumba avait des idées qui, mais des fantoches comme le président Mobutu d'ailleurs, que souvent même il nous reste nostalgique, parce que quand lui il était là au moins, il avait dirigé les choses de monde de fer, mais c'est pour dire que vous marginalisez sur le prétexte qu'il n'est pas congolais, alors que son père est congolais, puisque son père a gouverné. Son père avait des trucs de pêche ailleurs et tout ça. Il s'était entouré de beaucoup de dames. Je n'entrerai pas dans sa vie privée. Mais il faut avoir le patriotisme. Arrêtez d'abord de danser la rumba. Défendez d'abord le territoire congolais. Et après, on va parler sous l'arbre à palabre. Voilà. Mais ces blancs ne viennent pas pour vous aider. Il y a chacun qui a son blanc pour le coltan, pour le diamant, pour le truc. Pour le pétrole, c'est un scandale géologique, je vous dis. Chacun a son blanc. Chacun a son blanc. Ok, merci Noah Sadio. Daniel nous appelle avec depuis Bruxelles. Voilà, vous faites rire notre ami David Eboutou. Daniel, bonsoir, on vous écoute depuis Bruxelles. Bonsoir à tout le monde. Je suis pas d'accord avec le monsieur qui parle, puisqu'il parle sans être le problème du Congo. Voilà. Kabila. Daniel, la communication n'est pas très bonne, je vous en prie. On va malheureusement reprendre l'antenne, essayer avec Godé, qui nous appelle depuis Luanda. Est-ce qu'il est encore là? Oui. Bonsoir, Godé. Oui. Donc, il parle sans connaître le Congo, ni connaître qui est Kabila. Désolé, nous n'arrivons pas à vous écouter, malheureusement. On va donc prendre... restons à Bruxelles, mais cette fois-ci, c'est avec Luc Michel. Luc Michel, bonsoir, enfin rebonsoir. Après la pause, donc, nous parlons de la RDC. Et votre analyse, je vous en prie. Bachir, pourquoi ça ne marche pas, la campagne de pacification de la MONUSCO ou de l'armée de la République démocratique du Congo? Mais c'est tout simplement parce que je ferai peut-être de la peine à certains Congolais. Vous savez que mon attitude, je m'intéresse beaucoup au Congo. Comment pourrait-il en être autrement en habitant à Bruxelles? Mais il faut quand même dire quelque chose, c'est que l'État de RDC est un État semi-pays, qui a été dépecé, qui a été pillé par ses voisins, sur lequel on a lancé des opérations de déstabilisation sans fin, et cela depuis évidemment la décolonisation. La décolonisation du Congo, elle a commencé avec son premier ministre, qui est Patrice Emery Lumumba. On sait la mort tragique de celui-ci. Depuis, il y a eu les années Mobutu, c'est-à-dire une dictature qui a mis sous contrôle totalement occidental le Congo, et à la chute de Mobutu, à partir de l'arrivée du régime Kabila père, puis du régime Kabila fils, la déstabilisation permanente de la République démocratique du Congo. Au milieu de tout ça, évidemment, les forces de l'ONU n'ont servi à rien. Là aussi, elles n'ont servi à rien dès leur arrivée au Congo en 1961, à la décolonisation. Elles n'ont servi à rien ensuite, à part à permettre l'instauration du régime Mobutu. Et depuis 1991-92, ces forces ne servent à rien. Mais il en est partout dans le monde. Si les forces de l'ONU, les casques bleus, servaient à quelque chose, on le saurait depuis longtemps, évidemment. Il reste derrière tout ça, évidemment, les gens qui sont derrière la déstabilisation, et aujourd'hui, ce ne sont plus principalement les Belges qui ont été remplacés par les Français, ni les Français qui ont été mis sous contrôle par les Américains. Les gens qui contrôlent la politique là-bas, c'est le State Department, c'est la Maison Blanche, c'est l'Africom. On sait l'intérêt prioritaire que la politique américaine a en Afrique. Obama a même désigné un envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, qui est une espèce de proconsul.
Ce qui est visé, évidemment, c'est la pérennité du contrôle américain sur deux États vassaux, l'Ouganda et le Rwanda. On sait qu'actuellement, Kagame rue dans les brancards parce qu'il est concerné par la vague de régime que les Américains veulent imposer dans toute l'Afrique depuis le sommet de Washington en août dernier. Michel, vous dites là qu'il y aurait une vision et même des visées géopolitiques américaines derrière cette déstabilisation sans fin. Il y a derrière tout ça une vision géopolitique qui est de créer un ensemble géopolitique des Grands Lacs sous contrôle américain, lié au bloc sud-africain, et l'un des buts des Américains, c'est d'angliciser ce bloc, d'y faire reculer le français. En Rwanda, c'est largement en route, et en République du Congo, c'est en cours d'organisation, c'est l'un des buts américains. À partir de ce moment-là, évidemment, que ce soit une armée congolaise qui dépend largement de l'étranger, ou des forces de l'ONU qui dépendent malheureusement des Nations Unies, où les Américains font aussi la pluie et le bon temps, on ne peut pas attendre d'eux de rétablir l'intégrité nationale du Congo. Le grand problème va être tout simplement l'évolution du régime actuel congolais. On sait que Kabila vient de dire spectaculairement et définitivement non à Washington. Il n'est pas d'accord de laisser le pouvoir. Il entend se présenter visiblement à la prochaine présidentielle, soit en reculant l'échéance, soit en modifiant la Constitution. Et évidemment, le régime Kabila, prenant un ton anti-occidental, c'est un peu ce qui se passe dans d'autres pays africains avec l'exemple spectaculaire du Tchad, eh bien, le régime de RDC, évidemment, est devenu une des bêtes noires de Washington, et donc il faut s'attendre à ce que la déstabilisation du pays continue, évidemment, à la fois de l'extérieur, de ses voisins, au niveau des Nations Unies, mais aussi de l'intérieur. Vous savez que les Américains sont les spécialistes des changements de régime et des révolutions de couleur. Merci Luc Michel. Alors, Khalifa nous appelle donc des États-Unis d'Amérique. Bonsoir à vous Khalifa. Nous parlons de la RDC. On essaye de comprendre pourquoi l'armée congolaise et la MONUSCO, malgré tout son équipement, n'arrivent pas à mettre fin au massacre à l'Est et notamment à Béni. L'Afrique de l'Ouest qui m'intéresse plutôt, le Mali, je suis du Mali et je connais bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Mais ça, c'est juste un essai pour être en contact avec Afrique Média afin de participer au débat à l'avenir. Mais je suis en train de suivre directement maintenant. C'est donc un message de contact et on a pris contact. Vous participez quand vous voulez. Et donc, un autre appel, c'est Daniel qui nous appelle, je crois. Allô, bonsoir Daniel, on vous écoute. Bonsoir tous les panélistes. Je voulais dire aux messieurs qui disaient que Kabila était Congolais de ne pas parler de quelque chose où vous ne maîtrisez pas. Par le geste, le fait de Kabila prouve déjà qu'il n'est pas congolais. Kabila a mis tous les enfants, soi-disant de son père, soit en exil, soit en prison, soit assassinés, sans aucune enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête ou quoi que ce soit. Soi-disant de son père, soit en prison, soit assassiné, sans... Ok, d'accord. Essayez de baisser le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît, et vous poursuivez. Oui, donc le monsieur parle sans avoir connaître ce qui se passe au Congo réellement. Kabila, par ce fait geste, n'est pas congolais. Non, mais la télé ne parle pas, elle est fermée. Je parle des télés. C'est pas... Donc le monsieur parle sans savoir ce qui se passe réellement au Congo. Il serait mieux de se renseigner ou d'aller sur place. Kabila assassine, tue tous ceux qui sont les enfants de Kabila ou ceux qui sont prétendent être ses frères et sœurs. Kabila, il est toujours à l'aise avec le Rwandais, avec le Burundais, avec les Ougandais, pas avec les Congolais. Sa sécurité et tout ce qu'il fréquente ne sont pas Congolais. Donc ne venez pas nous faire croire que Kabila est Congolais, parce que je ne sais pas où est-ce que vous avez puisé ça.
Donc, j'ai rectifié juste ça pour le monsieur. On ne va pas refaire la biographie des origines de Kabila, mais juste une question pour Henriette Ekoué, je vais m'adresser à vous, compte tenu de l'expérience. Laurent Désiré Kabila, il était congolais. Mais bien sûr qu'il était congolais. Et c'est le père de Joseph Kabila. C'est le père de D'accord, c'est bon. C'était juste pour pouvoir avancer. Nous allons donc au studio 2. J'ai vu Maître Yambi et donc ça veut dire que la connexion est rétablie avec le studio 2. Maître Yambi, je vous renvoie l'antenne pour cette question congolaise. On essaye de comprendre pourquoi l'armée et la MONUSCO n'arrivent pas à mettre fin au massacre à l'est de la RDC et notamment à Béni. Merci Bachi. Je vais commencer d'abord par m'incliner face aux différents morts qu'il y a eu du côté de la RDC. Voilà encore des Africains qui tombent tous les jours. À cause de quoi, Bachi? À cause de nos richesses. Et je vais rejoindre ma grande sœur Henriette pour dire que en RDC, il y a deux critères qui permettent de déterminer la nationalité d'un Zaïrois, en fait, d'un Congolais. Le lien du sang et le lien du sol. Et vous avez la réponse. Donc ceux qui pensent que Kabila n'est pas congolais, qu'ils aillent encore lire, n'est-ce pas, les différents textes. Tout à l'heure, je disais, Bachi, que il y a pour ma part deux causes principales qui permettent de me dire, qui me permettent de dire pourquoi est-ce que la RDC n'arrive pas à sortir, n'est-ce pas, de cette crise, là, Bachi. La première cause, c'est sur le plan, comme on aime souvent bien le dire, sur le plan endogène, sur le plan interne. Je mets l'accent sur l'armée. L'armée n'est pas patriote, Bachi. Voilà des gens qui n'arrivent pas à préserver l'intégrité de leur territoire. Pourquoi, Bachi? Parce que, premièrement, ils ne sont pas bien payés. Et deuxièmement, ils sont infiltrés, comme l'a si bien dit mon ami Eboutou du côté de Yaoundé. Donc, vous voyez que sur ces deux faits-là, ils ne peuvent pas défendre leur territoire. Alors que vous savez que, au regard, n'est-ce pas, des textes sur le plan africain, le continent, les territoires sont intangibles. On n'a pas le droit, n'est-ce pas, de violer, n'est-ce pas, l'intégrité d'un territoire. Donc, laissez les Rwandais, laissez les Ougandais, laissez pénétrer sur le territoire congolais et s'aimer la zizanie, alors et que, n'est-ce pas, la communauté internationale ne prenne pas la question à bras le corps, vous comprenez pourquoi, Bachi, ce n'est pas normal. Deuxième cause, Bachi, la MONUSCO. Ils sont combien? Face à combien? Pourquoi ils ne veulent pas intervenir? Tout simplement, Bachi, parce qu'ils veulent se servir de ce chaos pour continuer à piller les richesses. J'ai vu un documentaire à Afrique Média sur le cas de la RCA, Bachi. Pendant que la France arrive en RCA pour instaurer la paix, Bachi, on a filmé ces gens en train d'instaurer la paix du pillage. Qu'est-ce qu'ils pillaient, Bachi? Ils pillaient les richesses naturelles, à savoir le diamant. Alors qu'ils y sont allés pour faire revenir de l'or, Bachi. La même chose se produit également en RDC. On fait comprendre qu'on a trouvé de nouveaux gisements. Alors, pourquoi est-ce que la MONUSCO n'arrive donc pas à faire, n'est-ce pas, rien la paix? Tout simplement parce que, Bachi, ils sont préoccupés à faire autre chose. Parce que Kabila a décidé, n'est-ce pas, de changer les vestes, il devient l'homme à battre. Donc moi je dis que ce n'est pas normal. Donc moi je demande à l'Union africaine, Bachi, de se saisir du dossier de la RDC et d'aider Kabila à faire instaurer la paix dans ce pays-là pour que nos frères africains ne périssent plus, Bachi. Ce n'est pas normal et je vais m'arrêter là pour le moment. Merci, Maître Yambi. Quelqu'un au bout du fil me signale-t-on? Allô, bonsoir. Bonsoir, cher Bachir, bonsoir. Éminent panéliste, je vous salue. Un clin d'œil à mon oncle Noir Sadio, que je salue en lui disant que par rapport à notre cher pays, le Sénégal, il faut prier pour que Macky Sall change de position
parce qu'il a décidé d'être le porte-parole de l'agenda français de Hollande. Mais je demanderai au plateau et à tous les panafricanistes d'être indulgents par rapport au Sénégal, parce que tous les mauvais discours, toutes les mauvaises décisions de la métropole se passent au Sénégal. Nous n'en sommes pas fiers du tout, mais comprenez que l'opinion publique, le peuple sénégalais sont différents du régime et on ne laissera pas faire. Comprenez cela. Pour parler de la RDC, des fois je me dis que les pays africains, surtout francophones, qui ont été dirigés pendant la période de l'indépendance par de vrais panafricanistes, vont être des pays qui vont souffrir parce que les colonisateurs avaient décidé que de tels leaders ne laissent pas trace ou ne laissent pas d'enfants spirituels qui prennent le relais. Donc il y a eu une stratégie spéciale pour la RDC parce qu'il y avait Lumumba, pour la Guinée parce qu'il y avait Sékou Touré, pour le Mali parce qu'il y avait Modibo. Ce sont des pays qui ont besoin d'une jeunesse qui prenne la relève parce que l'Occident ne laissera pas la stratégie de déstabilisation. Et maintenant, continuez votre travail parce que c'est ça l'espoir. Un média comme Afrique Média permet aux jeunes de comprendre et se dire que les pères qui étaient des pères panafricanistes dans le sang ont été éliminés simplement pour que la stratégie de la néocolonisation continue. Je suis vraiment désolé, mais pour la RDC, ce sera très difficile de stabiliser ce pays parce qu'on leur a appris après Lumumba qu'il va falloir apprendre à danser, qu'il va falloir boire, qu'il va falloir oublier la politique dans le sens noble du terme et que ce pays reste divisé. Il va falloir que les jeunes essayent de prendre en charge la révolution pour que les choses changent, mais il n'y a aucune stratégie officielle organisée qui puisse mettre de l'ordre dans ce pays. Je vous remercie, je suis désolé, mais je suis pessimiste. Merci à vous, Docteur Coulibaly. Vous revenez quand vous voulez et vous le savez, c'est chez vous. C'est aussi vous qui faites l'émission. Donc, on va prendre une dernière intervention sur cette question RDC, puisque vous le savez, on doit parler de l'événement géopolitique du moment. C'est bien sûr le rapprochement entre Cuba et Washington. Donc, alors, on va prendre l'avis de Simo sur cette question. Simo, Maître Yambi parlait de l'Union africaine. Et de l'autre côté, il y a Dr Coulibaly qui est complètement pessimiste, vraiment, en ce qui concerne la RDC. Est-ce que l'Union africaine, si elle le veut, peut faire quelque chose de ce côté-là? Bachir, vous me voyez sourire quand on parle de l'Union africaine. L'Union africaine a déjà fait quoi où? Ce qui m'amuse en plus, c'est qu'il y a mes frères congolais qui disent que Kabila n'est pas congolais. Ça, c'est très bien. Je le leur concède. Mais il peut me dire de quel pays était Mobutu? Entre Mobutu et Kabila, qui a fait plus de mal au Congo? Non, il faut qu'on soit sérieux. Je pense pas qu'il ne faudrait pas que les Congolais tombent dans le jeu des colons qui, quand ils voient que Kabila est en train de défendre les intérêts des Congolais, ils font tout et tout pour déstabiliser ce pays. C'est ce qu'on dénonce ici tout le temps sur ce plateau. Je dis encore une fois, il faut que les Congolais comprennent que il faut accepter celui qui est là en place, le soutenir, mettre en place une vraie armée et enfin rentrer au pays, choisir quelqu'un qu'ils veulent pour diriger ce pays. S'ils laissent l'essentiel pour lutter contre un individu qui est déjà là, entre-temps, non seulement on va tuer leurs frères, on va piller leur sous-sol, et demain, il va leur rester que les yeux pour pleurer. Je suis désolé d'entendre que les gens aujourd'hui, au lieu de regarder la vérité, se mettent à dire, tel n'est pas... Ils jouent exactement le jeu des Occidentaux qui veulent absolument créer un problème dans le pays pendant que les gens se discutent sur la nationalité, sur les êtres humains, ils pillent le sol. Ils jouent le jeu de ces gens-là. Et je dis encore une fois, la MONUSCO n'a jamais, enfin l'UNESCO ou bien l'ONU n'a jamais résolu un problème dans un quelconque pays. Je ne vois pas un seul pays où ces gens-là ont résolu un problème. On a le Mali,
On a la Côte d'Ivoire, aujourd'hui on a le Zaïre, on a la Libye, ils ont résolu le problème. Non, je suis désolé. Il faut qu'on évacue tous ces gens-là de tous ces pays africains et que les chefs d'État, dans tous ces pays aux alentours, fassent un effort pour s'asseoir ensemble et décider de mettre en place la paix. Je ne comprends pas de quoi les gens sont en train de parler aujourd'hui, où les Occidentaux se sont mis ensemble pour piller le sous-sol africain et ils se prennent à ce jeu en disant que tel n'est pas du pays, tel est du pays. Non, ça ne résout aucun problème aujourd'hui. Et quelqu'un a dit tantôt que Kabila met ses frères en prison. Non, je suis désolé. Si c'était vrai ou faux, ce n'est pas l'objet du débat actuel. Le débat est ailleurs. C'est l'unité du Congo d'abord et le reste on verra. S'ils se prêtent à ce jeu-là, on va continuer à tuer des panafricanistes et demain, ils vont leur rester que les yeux pour pleurer et ils vont s'en prendre à qui? Les Occidentaux seront là, ils ont pris tout ce qu'ils voudront et nous, ils vont nous laisser que les yeux pour pleurer et on va continuer à se tirer dessus inutilement. De grâce, que les Rwandais, que les Ougandais essaient de se mettre ensemble avec Kabila pour mettre la paix chez eux. Parce que tant qu'il y a la guerre au Congo, je ne crois pas que le Rwanda ou l'Ouganda sera en paix. Ils ont toujours des problèmes. Déjà avec la misère qui les assiste, ils vont avoir de l'argent pour financer une rébellion qui ne leur apporte rien. Peut-être que Diamant comprend, mais c'est les Occidentaux qui prennent l'essentiel de ces diamants. Ce n'est pas eux, je suis désolé. Il faut qu'ils arrêtent ce genre de bataille inutile pour que l'Afrique puisse progresser, Bachir. Merci à vous. Qu'ils arrêtent ce genre de bataille pour que l'Afrique puisse progresser. Une très bonne conclusion. Hein. Merci en tout cas, Simo. Je vais prendre un dernier appel. On me signale M. Kwame qui insiste. M. Kwame, vous avez l'antenne. Ok. Merci bien, Afrique Média. Je pense que je voulais intervenir par rapport au sujet qui est déjà passé sur péril du chef de l'État. Vous savez, la semaine passée, vous avez parlé de la naissance la paternité du chef de l'État comment on l'appelle Bon, on a été coupé, c'est pas grave. Vous reviendrez une autre fois. C'est vrai que le sujet, on l'avait déjà traversé. Vous l'aurez compris, donc on va prendre une courte transition. Président Bandakani, vous allez souffrir de ça, au moins pour aujourd'hui. Ou alors, bon, je vous laisse quelques 30 secondes. En 30 secondes, juste pour faire remarquer l'intervention de Robert Mbello qui nous disait que si Béni connaît aujourd'hui cette situation, c'est parce qu'à Béni, on a découvert de nouveaux gisements de pétrole. Ben, il a tout compris. Oui. Permettez d'abord que je salue le docteur Koulibaly pour lui dire que son message a été bien reçu ici sur le plateau. Non, je vais essayer d'être très bref parce que le modérateur, c'est lui le patron ici. Les gens qui sont en train de tuer dans l'est de la RDC actuellement, c'est le nouveau visage du M23 qui, après sa déroute du 13 novembre 2013, est simplement allé se reconfigurer avec ce qu'on appelle l'armée de libération, la RRA. Mais il faut bien dire, sous la direction du Rwanda et de l'Ouganda, eux-mêmes dirigés par Washington. Ça doit être dit clairement, que les gens comprennent. C'est eux qui tuent. Deuxième chose, c'est que je voulais dire, c'est que on ne comprend rien à l'histoire du Congo, et ça je ne veux pas répéter ce qu'Henriette a dit. L'histoire du Congo, c'est l'histoire d'une contre-révolution qui a commencé depuis l'assassinat de Patrice Lumumba. L'impérialisme, sauf si on ne sait pas de quoi on parle, ne peut pas tolérer au cœur de l'Afrique un grand État disposant d'immenses ressources comme la RDC, qu'un tel État est un État central fort qui puisse défendre la souveraineté de cette terre. Ce n'est pas possible, sauf si on ne parle pas de l'impérialisme. Donc depuis la mort de Patrice Lumumba, l'impérialisme américain, occidental, a décidé qu'il n'y aura pas un État central au Congo fort. On va tout faire pour empêcher cet État d'avoir une armée digne de son nom. Et pour le faire, on va lui créer une partition programmée, une partition lavée, programmée, dans la zone la plus riche du pays. Ça a commencé au départ, ça s'appelait Katanga. Ça a seulement changé le nom avec Tchombe. Ça a seulement changé le nom pour ce qui arrive aujourd'hui. Donc, que les Congolais rapidement s'élèvent au niveau de la question géopolitique de leur pays, au lieu de s'enfermer dans les querelles byzantines de famille. Quand on dit que Kabila n'est pas congolais parce qu'il arrête ses frères, mais le président Faure Eyadema a arrêté Mpacha Eyadema. Ce n'est pas son frère. Il n'est pas congolais, il n'est pas togolais. Non, ces questions-là, ce sont des enjeux politiques de grands intérêts qu'il faut aborder avec beaucoup d'élévation. Moi, je terminerai par deux questions simples.
est-ce que l'Afrique du Sud s'est alliée à Washington contre les intérêts de l'Afrique? Si ce n'est pas le cas, que Zuma se prononce rapidement sur la question de la RDC. Disons les choses importantes. Est-ce que l'Afrique du Sud de Mandela, depuis que Mandela est mort, est allée s'allier avec l'impérialisme américain contre l'Afrique? Première question. Et de deux, quelqu'un a parlé de l'UIA. Est-ce que les présidents africains se rendent compte que le destin de leur pays est lié à celui du Congo? Pourquoi sont-ils silencieux? Depuis toujours. Pourquoi sont-ils silencieux sur une telle question? Je parle pas, vous savez quel mépris moi j'ai pour l'UIA, vous savez ça ici. Je ne parle pas de l'UIA, ces salaires sont payés par les Occidentaux, donc l'UIA ne représente pas l'Afrique. Donc je pose, donc, voilà un pays comme la République sud-africaine, l'Afrique du Sud, que les pays africains ont soutenu de toute leur force pour le combat contre l'apartheid. Maintenant qu'ils ont été libérés, ils ont eu Mandela, Mandela est parti, on a Zuma, qui était quelqu'un qui était aussi membre qui a lutté. Je veux savoir si aujourd'hui, l'Afrique du Sud a pris langue avec Washington contre l'Afrique. Si ce n'est pas le cas, nous attendons une sortie vraie, c'est-à-dire une prise de position claire de l'Afrique du Sud par rapport à ces questions. Deux grandes questions. L'Afrique du Sud et bien sûr les dirigeants africains. Est-ce qu'ils le savent vraiment que l'avenir de leurs États, leur pays, dépend fortement de la stabilité en République démocratique du Congo? La question reste posée, mais ils sont nombreux, ces prééminences institutionnelles et diplomatiques à nous suivre en ce moment. On va prendre une transition très courte d'ailleurs et on revient parler donc du rapprochement, les enjeux du rapprochement entre Cuba et les États-Unis d'Amérique, ces enjeux pour le monde et pourquoi pas pour l'Afrique. Voilà, donc nous revenons. Mercredi dernier, vous le savez, Barack Obama et Raúl Castro ont annoncé la reprise des rapports entre les deux pays, à savoir Cuba et les États-Unis d'Amérique. Il s'agira, dans un premier temps, des voyages entre les deux pays, de même que de la réciprocité, oui, des investissements entre l'Amérique et Cuba, la création, l'ouverture des ambassades, puis le Congrès se réunira pour lever éventuellement l'embargo qui pèse sur Cuba depuis plus de 50 ans. Pour nous, donc, il sera ici question de relever les enjeux pour l'Afrique et le reste du monde. En d'autres termes, que gagne l'Afrique ou que gagnerait ou que perdrait l'Afrique après ce rapprochement entre La Havane et Washington? Suivons d'abord cet élément, encore une fois, de Nadège Oumy. L'un des événements historiques qui a défrayé la chronique cette semaine, c'est le rapprochement entre les États-Unis d'Amérique et le Cuba. Le pays de l'oncle Sam et celui du légendaire Fidel Castro ont entamé l'écriture d'une nouvelle page de leur histoire en annonçant le 17 décembre, à la surprise générale, une normalisation historique dans leurs relations un an après une poignée de main qui avait retenu l'attention de quelques observateurs. Barack Obama a annoncé la reprise des relations diplomatiques avec l'île, non sans reconnaître que la politique d'isolement menée à l'encontre de la Havane n'a eu que peu d'impact. Le commandeur en chef des États-Unis d'Amérique a par ailleurs annoncé qu'il étudiera le retrait de Cuba de la liste des pays soutenus par le terrorisme. De son côté, Raúl Castro a confirmé la reprise des relations diplomatiques à l'issue d'un discours de 10 minutes, salué par des cloches au cœur de la capitale, la Havane. Il a cependant rappelé que la question de l'embargo devait encore être réglée. Ces annonces ont été faites après la libération de l'Américain Alan Gross, retenu sur l'île depuis l'année 2009 pour des faits d'espionnage. En échange, Barack Obama a annoncé la libération de 3 Cubains emprisonnés depuis 15 ans aux États-Unis. Raúl Castro, lors de son discours, a affirmé que ces 3 prisonniers étaient déjà de retour à Cuba. Barack Obama a par ailleurs annoncé la libération d'un agent secret retenu depuis 20 ans dont l'identité n'a pas été communiquée. De manière concrète, au niveau des relations diplomatiques, une ambassade américaine va être rouverte. John Kerry, le secrétaire d'État américain, va considérer la qualification de soutien au terrorisme de Cuba et des contacts à haut niveau vont être entretenus, notamment autour de l'immigration, le trafic de drogue, l'environnement et le trafic d'êtres humains. Washington va assouplir les conditions de voyage à Cuba pour les Américains, sans autoriser pour l'instant les voyages touristiques. Le Congrès étant le seul à pouvoir lever totalement les restrictions. Le commerce avec des entreprises privées cubaines sera autorisé dans quelques secteurs, notamment les matériaux de construction, d'équipements industriels et agricoles destinés aux petites exploitations. Là encore, l'embargo général sur le commerce avec Cuba ne peut être levé que par le Congrès américain.
Les banques américaines pourront ouvrir des comptes de correspondants dans les banques cubaines pour faciliter les transactions et le transfert de fonds. Enfin, les opérations de télécommunications pourront fournir des services commerciaux de téléphonie et d'accès à Internet à Cuba. Selon Washington, le Vatican est pour beaucoup dans cette affaire. Le pape François aurait lancé un appel personnel à Barack Obama dans une lettre en été et séparément à Raúl Castro, et le Vatican a accueilli des délégations des deux pays pour finaliser le rapprochement. Le dégel des relations entre Cuba et les États-Unis témoigne du poids actuel des héritages de la guerre froide. Et pour cause, la relation entre les deux pays était non seulement fondamentalement en Amérique mais aussi en Afrique. Aussi bien diplomatiquement que militairement, Cuba a joué un rôle non négligeable en Afrique pendant la seconde moitié du XXe siècle, et c'est en Afrique australe en particulier que Cuba a pesé le plus dans la balance géopolitique de la région. La toute première visite officielle de Nelson Mandela, une fois libéré, s'est faite à La Havane. Sa rencontre avec Fidel Castro a été immortalisée dans une photo qui montre que diplomatiquement, Cuba se battait aussi sur de nombreux fronts. Non content d'inspirer les révolutionnaires dans de nombreux pays, Cuba offrait son aide à ceux qui se battaient contre les régimes ennemis. Cette aide prenait la forme d'armes, de formations militaires, d'aides financières et organisationnelles avec par exemple la tenue du 7e congrès du Parti communiste sud-africain à Cuba en avril 1989. D'où la question de savoir si ce rapprochement entre les États-Unis et Cuba est de bon augure pour le continent africain. Notons par ailleurs que loin de vouloir fumer le calumet de la paix avec le gouvernement états-unien, un autre pays sud-américain assez hostile à la politique de Washington, la Bolivie du président Evo Morales avait annoncé l'expulsion de Bolivie de l'USAID, l'agence américaine pour le développement international, en l'accusant de conspiration et d'ingérence dans la politique intérieure bolivienne. Plus jamais l'USAID qui manipule, qui utilise nos frères dirigeants, qui utilise des camarades de la base en leur donnant des aumônes, avait alors déclaré Evo Morales. Merci Nadège Ngwenyi. J'en profite donc pour lire ce message. C'est Adrien Nao de la Côte d'Ivoire qui nous dit merci au président Bandakani pour sa dernière intervention. Il a interpellé l'Afrique du Sud et les dirigeants africains sur la question congolaise. Merci à vous Adrien Nao. Alors, nous revenons, docteur Bassilequin. Ces mesures, des mesures historiques, va-t-on dire? Oui, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Hein. C'est une décision très importante qui a été prise là. Mais je voudrais quand même remonter avant de dire, parce que la question qui nous est posée, est-ce que ça va changer quelque chose pour l'Afrique et le reste du monde? Alors je dis oui, parce que souvenez-vous, vous ne vous en souvenez pas, parce que pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas encore nés. En 1961, alors que les États-Unis ont implanté des missiles en Turquie, capables de détruire Moscou en quelques minutes, l'Union soviétique a commencé à installer des missiles à Cuba. Quand les Américains s'en sont aperçus, ils ont mis l'embargo autour de l'île de Cuba et, comme ça, sur la table, les deux géants ont négocié. Les Américains ont enlevé les missiles de Turquie et en compensation, les Soviétiques ont cessé de continuer l'installation des missiles à Cuba. Donc, on ne peut pas dire que le rapprochement États-Unis-Cuba est neutre pour le reste du monde. Ça, c'est pas possible. Mais parce que, d'abord, dans le contexte actuel, on a vu récemment que M. Poutine de Russie a fait récemment 2 ou 3 voyages à Cuba, des voyages très remarqués. Et comme pour les Américains, l'ennemi actuellement, c'est la Russie et la Chine, il faut effectivement essayer d'éloigner Cuba de ces 2 alliés-là, de telle manière que la Russie n'est plus prise sur la possibilité d'atteindre les États-Unis, et même que la Chine, qui est ces 2 pays communistes, hein, la Chine et Cuba, et même que Cuba puisse s'éloigner de la Chine. Donc on ne peut pas dire que c'est indifférent. D'autre part, on a vu comment les Cubains ont assisté à l'indépendance de l'Angola, pour ne citer que ce cas-là, et même comment les Cubains ont assisté l'ANC. Donc, les Cubains sont, pour nous, Africains, un pion qui aurait pu nous servir. Que les États-Unis se rapprochent de Cuba, ça peut changer bien des choses. Mais maintenant, on peut imaginer une autre situation. Que Cuba garde ses convictions
et qu'il continue cependant à entretenir des relations commerciales, diplomatiques avec son voisin américain, sans pour autant renoncer à ses convictions. À ce moment-là, Cuba sera toujours l'allié objectif de la Russie et de la Chine, et Cuba sera toujours en mesure de nous aider, nous autres Africains. Et je voudrais, parce que je ne vais pas être long, je voudrais ajouter ceci. En réalité, si l'Amérique tout d'un coup est pris de sympathie pour ses voisins sud d'expression espagnole, le Venezuela, et l'autre pays que notre ami a cité tout à l'heure, le pays du président Morales. Il devrait, la Bolivie, merci, il devrait se rapprocher de ces pays-là. Or, il se rapproche de Cuba uniquement par intérêt économique, politique et diplomatique, alors que ses intentions profondes sont toujours de dominer le continent sud-américain et de tenir les Sud-Américains sous la dépendance des États-Unis. Donc, à mon avis, oui, ce rapprochement, si les Cubains renoncent à leurs convictions, peut changer beaucoup de choses de par le monde. Mais si les Cubains restent convaincus que ce n'est pas bien de ne pas s'entendre avec un voisin, qu'ils continuent d'entretenir des relations simplement commerciales et diplomatiques avec l'Amérique, alors nous autres, nous ne pouvons que nous en réjouir, parce que le peuple cubain, malgré les énormes progrès que ce pays-là a pu acquérir en 50 ans, parce qu'il est à peu près certain que si Cuba avait continué de collaborer avec les États-Unis, il ne serait pas un des pays les plus scolarisés en ce moment, ni un des pays où la politique sociale est... l'éducation, la santé est un des plus élevés au monde. Donc, je me réjouis que deux pays voisins puissent s'entendre, mais je m'inquiète, sauf à ce que les Cubains nous rassurent quant à leurs intentions dans l'avenir. Alors, Dr Basilekin se réjouit, mais il reste très méfiant. Alors, Luc Michel, vous n'êtes pas du tout enthousiaste, et c'est peut-être un euphémisme, sur le rapprochement de Obama et Cuba. Bachir, un grand optimisme a saisi le monde à propos de Cuba. Je ne le partage absolument pas. La première chose, parce qu'il s'agit des deux côtés d'une grande gesticulation. Il faut savoir que l'économie de Cuba, qui est saignée par maintenant 55 ans quasiment d'embargo, l'embargo a commencé en 1960, eh bien cette économie cubaine a besoin d'un souffle d'air. Cela explique évidemment que Raúl Castro met l'accent là-dessus, mais également le fait que ça sert évidemment à légitimer le régime, puisque ce sont apparemment les Américains qui viennent à Canossa. Mais ça, c'est une apparence. Derrière tout ça, il y a une grande gesticulation diplomatique américaine. La première chose qu'il faut dire, c'est que Obama a peu de pouvoir pour la levée de l'embargo, parce que l'embargo suit en fait deux domaines de pouvoir bien séparés. Une petite partie repose sur les pouvoirs du président américain, qui peut prendre une série, ce qu'on appelle des executive orders, mais la principale décision de lever ou d'imposer un embargo, elle repose sur le Congrès américain et le Sénat américain, et là-bas, vous savez qu'Obama a perdu les dernières élections législatives aux États-Unis. Le Congrès est massivement dans les mains du Parti républicain et est massivement hostile à la reconnaissance du régime cubain, qui pour eux reste l'ennemi communiste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut bien constater, c'est que il y a un précédent fâcheux là-dedans. C'est ce qu'on a appelé la coexistence pacifique entre la Libye de Mouammar Kadhafi et les États-Unis à partir de 2003. Ça a été évidemment une relation de dupes, et elle a terminé par la destruction totale de la Jamaïria libyenne. J'ai toujours dit que la destruction de la Jamaïria avait commencé dès 2003, et tout simplement
parce que l'idée des Américains en Jamaïria et aujourd'hui à Cuba, c'est de prendre le régime de l'intérieur. Le leadership cubain est divisé en fait entre des communistes radicaux qui veulent maintenir le système, qui sont généralement pro-russes et pro-chinois, et une génération de cadres plus opportunistes qui ne s'affichent pas encore comme libérales, mais qui entendent néanmoins établir de bonnes relations avec les États-Unis et amener Cuba dans la globalisation mondiale. Ça a été le cheval de Troie libéral en Libye, c'est actuellement le cheval de Troie libéral en Russie, ce sera le cheval de Troie libéral à Cuba, en sachant que la grande échéance politique, c'est la mort des deux frères Castro, et on sait que Fidel est très malade et que Raoul est très âgé. Donc c'est une échéance politique qui va arriver à un moment donné. La présence d'un ambassadeur américain à Cuba, comme dans tous les pays où est tentée une révolution de couleur, sera un facteur d'organisation et d'accélération pour l'opposition. C'est évidemment cela auquel le leadership cubain va devoir faire face. Luc Michel, mais derrière le plan Obama pour Cuba, est-ce qu'il y aurait d'autres motivations autres que le changement de régime avec la disparition peut-être des frères Castro? Qu'est-ce qui motive également le dossier cubain? Il y a trois grandes choses qui motivent les Américains. La première chose, j'en ai discuté, c'est un enjeu électoral interaméricain concernant la prochaine présidentielle américaine. J'en ai parlé dans mon sujet d'accueil, je n'y reviendrai pas. Le vote cubain est déterminant dans l'État de Floride et l'État de Floride est déterminant pour l'élection présidentielle. Donc il y a un électorat à prendre. Obama voulant s'emparer de l'électorat des jeunes cubains ayant la nationalité américaine en Floride et à Miami pour l'arracher au Parti républicain. Deuxième chose qui arrive, c'est évidemment, ça intervient dans la confrontation entre la Russie et les États-Unis et la volonté des Américains d'imposer une nouvelle guerre froide. Il y a, vous savez que la presse occidentale reçoit régulièrement ce qu'on appelle des éléments de langage, c'est-à-dire des thèmes qu'ils doivent aborder. C'est le cas de Cuba également. Un journal est allé un peu plus loin, est en aveu, si je peux dire, c'est Libération à Paris, qui a fait sa couverture en disant « Cuba si, Russia no ». C'est une des marques du fameux slogan « Cuba si, Yankee no ». Et ça indique clairement le caractère anti-russe de l'opération. Anti-russe parce que Cuba est le point fort actuellement de la réinstallation des Russes sur les traces de l'Union soviétique en Amérique latine, et en même temps parce que tout le grand barnum médiatique sur la reconnaissance, la levée de l'embargo de Cuba, a étouffé, a dissimulé la même semaine la campagne agressive de sanctions des Américains et de l'Union européenne contre la Russie. Ceci, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une raison purement stratégique. C'est-à-dire que les Russes, sur le pas aussi des Soviétiques, ont mis en route une nouvelle génération de bombardiers nucléaires stratégiques, les Tu-95, que l'OTAN appelle les Bir-H, H pour atomique. Que représentent ces avions? Ce sont de longs porteurs qui croisent à très haute altitude dans la stratosphère, qui portent des bombes et des missiles de croisière nucléaires et qui font le tour de la Terre et qui sont une partie de la dissuasion nucléaire de la Russie contre le bellicisme américain. Mais ces avions ont besoin de se ravitailler, ils ont donc besoin de bases, de points pour atterrir, faire le plein, etc. Deux, en Amérique latine, c'est-à-dire aux portes des États-Unis, les deux pays qui accueillent ces bombardiers, c'est officiellement Cuba actuellement, et c'est officieusement le Venezuela. C'est une des raisons pour lesquelles le régime de Maduro, après le régime de Chavez, est une des bêtes noires de Washington. On vient il y a quelques mois d'allonger les pistes de plusieurs aéroports du Venezuela, et ça n'a aucune autre raison sinon ces bombardiers stratégiques. Les États-Unis espèrent donc, en se rapprochant de Cuba,
briser l'amitié russo-cubaine. Ça, c'est le motif stratégique. Luc Michel, dernière question. Et Obama lui-même, joue-t-il une carte personnelle dans cette affaire? Enfin, il y a tout simplement dans le monde actuel la nécessité pour Obama de redresser son image et d'apparaître comme un homme d'ouverture et de paix. Il a un bilan extrêmement négatif. Son nom est à jamais attaché à l'utilisation des drones tueurs, notamment en Afghanistan et au Pakistan. Et donc, Obama se donne à peu de frais, puisque la décision finale appartient à un Congrès qui va vraisemblablement la refuser. Obama se donne à peu de frais l'image d'un homme d'ouverture, l'image d'un homme de progrès. On en est loin, évidemment. Obama aura été, dès sa campagne électorale pour devenir président, une imposture. Il a été le président de l'imposture, il a été le prix Nobel de l'imposture, et il est toujours un imposteur lorsqu'il prétend être l'ami de Cuba. Merci Luc Michel. Alors, président Bandakani. D'abord, je voudrais saluer la magistrale analyse géopolitique de Luc Michel. Et je le félicite en direct. Pour ne pas le répéter, je vais simplement dire que l'enjeu interne par rapport à Obama, pourquoi est-ce qu'il fait ça? L'enjeu personnel est simple. Oui. L'image d'homme de paix, je crois que c'est pour tromper les naïfs. Il y a un deal qui a été fait entre le lobby Clinton et Obama quand il a accédé à la présidence. Vous avez bien observé que depuis ces 2 mandats, ceux qui l'entourent, ceux qui le portent, ce sont de qui? Ce sont des fils de Clinton. Oui. C'est eux qui l'entourent, les techniciens et tout. Et tout. Donc il y a un deal. Obama prépare, par rapport à ce deal, l'arrivée de Hillary Clinton au pouvoir. C'est pour ça donc que la bataille de Cuba est essentielle. Autant les Russes anticipent sur l'après Castro, là, comment il s'appelle, Raoul, autant les Américains, une course. Or, dans cette course, il faut savoir entre l'Amérique et la Russie, qui va gagner au niveau de la succession au niveau de Cuba. Donc ça, c'est l'enjeu par rapport à l'enjeu interne. Maintenant, au niveau extérieur, c'est simple, Luc Michel l'a dit. Cuba est un enjeu central majeur. Le docteur Bassel qui a fait une analyse extrêmement importante, rappelant la guerre froide. Lorsque les Américains ont installé les bases en Turquie, la réaction russe était simple. Ils ont installé les missiles à Cuba, qui est à 2 mètres, qui est quelque part des Américains. Donc, le message était clair. Vous tentez, vous avez les moyens de vous effacer. Et par rapport à ça, les Américains obéissent très vite. Donc aujourd'hui, il est question de ne pas laisser Cuba, l'URSS, contrôler la succession à Cuba. La Russie contrôlée par le merci docteur. La Russie contrôler la succession à Cuba. Parce que si la Russie remporte cette bataille, elle gagne l'Amérique sur le plan international actuellement. Elle gagne. C'est l'enjeu. Donc Poutine doit écouter très bien le message. Le message est clair. Les Américains sont décidés à ne rien céder aux Russes. Ça va être une bataille mortelle. C'est l'empire global. Donc le monde entre dans une nouvelle guerre froide. Mais celle-là sera encore plus dure. Et plus dur que l'ancienne guerre froide. Parce que c'est vraiment un enjeu de survie pour l'Amérique aujourd'hui en tant qu'empire global. Du point de son arsenal militaire, jamais vu sur le monde entier, il faut que l'Amérique justifie sa surpuissance militaire. Et une surpuissance militaire, ça s'entretient, ça se maintient par le génocide, le vol et l'impérialisation du monde. C'est l'enjeu qui est là aujourd'hui. Et les Russes ne peuvent pas accepter ça. C'est impossible. Leurs enjeux vitaux interdisent ça. Donc voilà l'enjeu au niveau géopolitique. Pour ajouter quelque chose à ce que Luc Michel a dit. Maintenant, il y avait aussi le modèle cubain. Cuba, c'est un modèle. Cuba est le pays qui a indiqué au monde entier qu'un petit pays peut résister à la plus grande puissance de la Terre par la qualité de ses dirigeants. Ça, c'est le modèle cubain. Et ce pays a démontré comment est-ce que... Mais c'est clair. Cuba, dans tous les indices, ce qu'on appelle l'indice de développement humain, que je crois que c'est le PNUD qui a élaboré cet indice, démontrant les pays les plus avancés en matière de développement humain, Cuba côtoie les 3 premières places. Alors que l'Amérique est loin derrière. Ce pays a développé une telle expertise en matière de santé, en matière d'éducation, en matière, bref, d'autonomie au niveau endogène, que c'est un modèle excellent pour les pays africains qui sont en train de ferrailler contre l'impérialisme. Donc en cela, il y a le modèle cubain que Washington veut démolir. En quoi faisant? Une fois que vous ouvrez les portes aux financiers américains, il y a un risque majeur. La corruption va s'installer chez vous.
On va enrichir vos élites par des dollars qu'on va aller placer dans les paradis fiscaux et on va les faire chanter désormais sur le plan géopolitique. C'est de ça qu'il s'agit là. Or, il y a aujourd'hui à Cuba, au sein de l'élite cubaine, des gens qui sont pressés d'avoir des dollars. Un peu comme en Chine aujourd'hui, où il y a de nouveaux milliardaires qui commencent à aller mettre l'argent dans les paradis fiscaux et affaiblir géopolitiquement la Chine. Donc, il y a cette tâche morale sur la conscience de l'humanité. Je voudrais finir par là pour Cuba. Permettez, après je vais dénoncer un complot, avec votre permission. Il n'y a pas de quoi. Merci. Donc, il y a une tâche morale là-dessus, sur la conscience de l'humanité, qui ne peut pas passer comme ça. Mais il faut quand même que les gens demandent à Washington pourquoi un pays a été mis sur embargo pendant 50 ans. Pour le simple fait d'avoir dit qu'il est communiste. Son président a failli être assassiné plus de 50 fois. On a envoyé des femmes, on a empoisonné les cigares. On a tout essayé devant le monde entier pour assassiner un président. Le monde entier n'a rien dit. Après sa chute, on a maintenu ce pays plus de 25 ans encore sur Abango. Mais comment est-ce qu'un État peut décider d'asphyxier un État économiquement, physiquement, au vu et à la face de tout le monde? Donc, l'Amérique a échoué. C'est une défaite qu'on veut transformer en victoire. C'est l'échec de Washington. Cuba montre au monde entier qu'on peut résister à la puissance occidentale. C'est une leçon que les pays africains doivent tirer. Et le complot que vous voulez dénoncer, voilà. Pour aller très vite. Merci, je vais aller très vite. Ça concerne le sommet de Dakar. Ce forum sur la sécurité. Nous avons tous félicité nos dirigeants pour l'audace au niveau du discours. C'est bien. Mais derrière, il faut faire très attention. Alors, l'enjeu, c'est quoi? On ne le dit pas. Quand vous voyez Yves Le Drian venir à Dakar faire un sommet, en fait, on ne peut pas faire quelque chose. La communauté internationale, entre guillemets, c'est-à-dire les Français, les Américains, veulent revenir en Libye. Il y a quelque chose qui se passe. Quand on dit qu'il faut qu'ils viennent finir le travail, c'est une erreur géopolitique. L'objectif était de laisser la Libye dans cette situation, telle qu'elle est. Ça veut dire mission accomplie. C'était ça le but. Donc aujourd'hui, les Américains, ils ne sont pas surpris de ça. Parce que c'est une condition qu'il faut. Ils savaient. C'est ce qu'on appelle la géopolitique du chaos. Cette situation leur permet d'y recycler toutes les bandes, les armées, de fabriquer des djihadistes, d'y envoyer leurs services secrets, faire des essais, des opérations pour déstabiliser. C'est le discours de M. Déby qui dit que la mission était vraiment de faire ça. Oui, mais sauf que, oui, tout à fait. Ça confirme, tout à fait. Sauf que, et c'est là l'enjeu, actuellement en Libye, qu'est-ce qui se passe? C'est que les forces pro-occidentales qui ont été placées au pouvoir n'ont plus le contrôle de la situation. Ce sont les pro-Kadhafi qui sont en train de reprendre le contrôle sur le terrain et en tête son fils, Seif Ilham, qui est en train de revenir au premier plan. C'est pour ça que ne soyez pas naïf de voir la Cour pénale demander son extradition. Qu'on l'arrête. C'est parce qu'aujourd'hui, les milices armées sur le terrain qui contrôlent la population, le terrain, la bataille est en train d'aller en faveur plutôt des anciennes forces libyennes. Et il y a beaucoup, quand les études secrètes démontrent qu'un fils Kadhafi, Seif, peut revenir au pouvoir très facilement. Et il semble que la Russie est très avancée sur ce terrain. Donc que les gens comprennent donc que ce qui se prépare à Dakar est très simple. On est en train de préparer l'opinion africaine, l'opinion mondiale, à un retour de l'Occident en Libye, mais comme a dit que des pyromanes qui viennent éteindre le feu qu'ils ont allumé avec la bénédiction de ceux que le feu a brûlé. Et ça, l'Afrique ne peut pas accepter ça. Voilà, c'est aussi ça le débat panafricain. On dénonce. Alors, messieurs, vous allez souffrir. On va prendre juste 2 dernières interventions sur ce sujet. Le temps est déjà passé. Je vais commencer par David Eboutou. On va conclure par vous peut-être. Alors, David Eboutou, je vous renvoie l'antenne donc sur cette question cubaine. Tu m'as tué, hein? J'ai écouté Bachir de très bonnes analyses et je ne peux que m'aligner, m'incliner derrière ces très bonnes analyses, celle du président Bandakani, celle du docteur Basilekin et celle de Luc Michel. Oui, je confirme qu'à la réalité, ce rapprochement n'est pas dénué de toute interrogation, n'est pas dénué de tout sens objectif, notamment de la part des Américains, qui se projette là dans une dimension géostratégique. Parce que, contrairement à ce que quelqu'un a dit ou ce qu'on a souvent pensé, la guerre froide, peut-être du point de vue officiel, c'est peut-être arrêté et terminé, mais dans l'effectivité, dans la pratique, la guerre froide ne s'est jamais arrêtée. Il y a toujours eu des batailles. Regardez bien que les États-Unis ont continué au travers de l'OTAN à prendre du plaisir à prendre tous les petits pays qui entourent l'ancienne URSS de manière à désagréger la Russie et à la rendre au final très faible pour finir par la détruire de l'intérieur.
C'est pour cela que vous avez vu, par exemple, que la grande bataille autour de l'Ukraine, notamment en Crimée, la Russie ne pouvait pas supporter cela. Parce qu'elle savait, effectivement, que la manœuvre engagée par l'OTAN, derrière se trouvait le véritable séculier qui est les États-Unis. Et la Russie a bien compris qu'elle ne peut pas compter sur l'Europe de l'Ouest. La France, l'Allemagne et etc., qui, eux encore, ont en esprit le fait d'avoir été construits dans ce qu'on a appelé le plan Marshall. Ils sont redevables aux États-Unis et c'est pour cela qu'à juste titre, aujourd'hui, on dit par exemple que des pays comme la France sous-traitent simplement la politique états-unienne. Et donc, la Russie, ces dernières années, a compris par Poutine, qu'il faut saluer, qu'il faut procéder dans une autre approche géostratégique, qu'il faut plutôt être avant-gardiste. C'est pour cela que vous verrez que Poutine s'est rapproché des États de l'Amérique latine pour mieux asseoir une autre dimension de rapprochement, de manière à attaquer les États-Unis au cœur si celui-ci vient à poser les actes de manière sibylline qu'il a toujours posé en utilisant l'OTAN pour pouvoir la désagréger davantage. Et de manière très avancée aujourd'hui, on remarque que la Russie, que ce soit au Mexique, que ce soit en Bolivie, etc., la Russie est très avancée de ce côté-là. Alors, l'issue pour Obama, pour commencer justement à empêcher ce plan mis sur pied, ce plan intelligent mis sur pied par Poutine, a été simplement de rentrer dans une coopération officielle avec Cuba, qui lui est, comme les autres l'ont dit, le pion essentiel du communisme dans l'Amérique latine. Parce qu'il faut bien se rappeler que même s'il y a eu embargo pendant 50 ans, les autres l'ont si bien dit, le modèle Cuba n'est pas mort. Il est resté debout. On l'a rappelé, Cuba aujourd'hui, c'est l'un des modèles en termes d'éducation. Il faut bien rappeler que pendant la guerre civile qui a presque décimé l'Angola de 1975 à 2002, tous les Angolais qui sont les grands cadres de ce côté-là aujourd'hui ont été formés à la Havane. Et donc sont redevables à ces pays-là en termes d'ingéniosité aujourd'hui de ce qu'ils produisent aujourd'hui en Angola. Et vous voyez que l'Angola aujourd'hui en Afrique est une référence. Tous ou presque ceux qui ont la génération de Madame Ekwe, ceux qui sont dans la génération de Madame Ekwe ont été formés en Angola, ont été formés au Cuba. Et ce qui démontre déjà le bien fondé de la valeur même mise sur l'éducation, le modèle éducatif, le modèle même en termes d'ingénierie, du savoir mis sur pied par Cuba alors qu'ils étaient sous embargo. Des pays qui, eux, ont continué à avoir une coopération saine, normale avec les États-Unis comme le Mexique, qui n'est pas très loin du Cuba, sont largement loin derrière le modèle éducatif de Cuba. Il faut bien rappeler que Cuba aujourd'hui, du point de vue des indicateurs économiques, c'est la 44e puissance économique mondiale. Ceci, il faut bien toujours rappeler, sous embargo. Fidel Castro arrive au pouvoir en 1959, l'embargo commence un an plus tard, en 60, et depuis là, je salue celui qui a parlé de modèle. On a véritablement vu qu'il y a eu un modèle qui jusque-là fait quand même tâche d'huile en termes d'exemplarité qu'il faudra copier en Afrique si on veut véritablement croire qu'on peut fonctionner sans attendre une certaine aide venue de nos anciens colons. Donc, je pense que c'est pas dénué. D'ailleurs, si vous remarquez bien certaines études, d'ailleurs, c'est des révélations qui nous ont été faites, l'embargo a peut-être été souvent mécanisé dans certaines postures, mais dans le fond, les États-Unis ont toujours tenu à entretenir un certain type de rapport avec Cuba. D'ailleurs, on vous dira que la paperasse faite pour la plupart pour certains Américains qui voulaient se rendre à Cuba, cela se faisait sous la coupole de l'ambassade de Suisse, de l'ambassade de Suisse au Cuba. Ce qui veut dire que véritablement, dans le fond, les États-Unis n'ont pas voulu couper de manière organique les rapports avec Cuba parce qu'ils savaient qu'il y a quelque chose que ce modèle-là représente. Et je ne vais pas revenir sur les négociations qui ont commencé depuis des années pour arriver au résultat qui est peut-être la face visible de l'iceberg aujourd'hui. Mais dans le fond, on voit bien que le modèle cubain est aujourd'hui à saluer, il est aujourd'hui à implémenter, à copier. Et je partage la solution du docteur Baselikine qui disait qu'il faut, à mon avis, voir dans quelle mesure, si on va dans la coopération, faire perdurer ce modèle, qui est un modèle excellent, il faut le dire, en termes de production d'hommes, un modèle qui peut permettre
aux générations africaines, aux générations qui aspirent au leadership africain, de voir comment on peut bâtir quelque chose sans véritablement se vendre, sans véritablement se prostituer à la réalité. Il s'agit ça. Mais maintenant, au-delà aussi, pour les États-Unis, il s'agit aussi d'un besoin électoraliste. Les autres l'ont dit parce que Barack Obama doit partir dans 2 ans et on voit bien que oui, la communauté américano-cubaine est très importante. Il y a tout cela. Et au-delà, dernier élément, Bachir, c'est que n'oubliez pas que Barack Obama vient quand même de perdre les élections du midterm avec les républicains. Et même si l'embargo va passer difficilement au Congrès, on voit bien qu'il a préparé une série de mesures sensibles de manière à cultiver une posture qui le mettrait en avant. On a vu l'adoption, la légalisation de 5 millions de noms de ceux qui n'avaient pas de papier de ce côté d'immigrés, de ce côté-là. Ça, c'est une mesure sensible qui est passée, ce qui vise à mettre Obama en avant. Et de l'autre côté, on voit bien qu'il se prépare à vider l'embargo de toute sa substance en adoptant une série de mesures, une série de décrets économiques, etc., qui pourraient simplement le mettre en avant. David, étant donné que c'est une actualité qui reste brûlante, nous y reviendrons et certes, avec de nombreux éléments venant de votre part. Le temps est juste de boucler le thème et nous sommes pratiquement à la fin. En réalité, beaucoup de pays africains, en tout cas certains Africains étaient très contents à l'annonce de ce nouveau rapprochement, mais que gagne l'Afrique? Que gagne l'Afrique, ça a été un modèle. Mais alors, avec une armature idéologique très forte, pour tenir tout un peuple comme ça pendant 50 ans. Ce que je voulais dire pour compléter, et c'est vrai, je crois que Baseleken l'a dit, ils ont été là, ils ont été dans les camps d'entraînement du MPLA au Congo-Brazzaville. Il y avait aussi des camps de l'UPC, bien sûr. Les Cubains ont été là, Che Guevara est même venu là-bas. C'est pour dire que les deux continents étaient ensemble. Ce que je dirais pour terminer, c'est qu'en plus de tout ce qui a été dit, le continent, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et centrale est tombé, après la chute des dictatures soutenues par la CIA, est tombé à gauche. On vient de voir Evo Morales qui est passé au premier tour avec des indices de développement, une croissance à 10%. C'est que la gauche a reconquis les pays d'Amérique du Sud. Et Cuba reste le modèle. C'est pour ça que le tandem Chavez et les Castro a fortement secoué les États-Unis. Une fois qu'on a constaté que les pays d'Amérique latine se sont émancipés et même sont en train de vouloir faire bloc contre les intérêts américains, alors il devient urgent d'enlever aussi ce Cuba qui reste un modèle, une icône pour ces pays-là, pour définitivement tuer les aspirations progressistes. Voilà, c'est donc l'actualité brûlante. Retour au studio de Simo. Alors, Jomo Kenyatta, Simo, c'est l'icône de la semaine. Que pouvez-vous nous dire, que retenir de ce grand homme qui est Jomo Kenyatta? Je rappelle, c'est l'ancien dirigeant du Kenya. Non, Jomo Kenyatta, c'était simplement un très grand panafricaniste qui a beaucoup fait pour le Kenya. Quoi que disent les Occidentaux, c'est un monsieur qui a bataillé, a fait rien dur pour libérer l'Afrique et mettre le Kenya au sommet de l'Afrique à une certaine période de Bachir. Voilà, merci Simo. Donc, on va donc écouter Ulrich Lunga qui a signé ce résumé de la vie de Jomo Kenyatta. C'est en quelques minutes, c'est pour vous, téléspectateurs. Né à la fin du 19e siècle, près de Gatundu, en pays Kikuyu, Jomo Kenyatta suit en 1909 l'enseignement d'une mission. Il s'installe à Nairobi et en 1922 est employé par la municipalité au service des eaux. En 1929, le KCA l'envoie à Londres pour soutenir les revendications des Kenyans devant le Colonial Office. En outre, il passe en Europe 2 ans au cours desquels il se rend à Moscou. Rentré au Kenya, en 1930, il repart quelques mois plus tard à Londres où il va rester 16 ans. Il y maintient irrégulièrement ses contacts politiques avec la gauche britannique. En 1938, il publie Au pied du mont Kenya, remarquable étude ethnographique du peuple Kikuyu. Et pour la première fois, Kamo Johnston Wa Ngengi se fait connaître sous le nom de Jomo Kenyatta.
Il traverse ensuite des années difficiles, occupe des petits emplois, suivis grâce à l'aide de quelques amis anglais. Il participe en 1945 à l'organisation du Congrès panafricaniste de Manchester et en 1946, il reprend la route du pays. Il est confronté à un mouvement national qui s'est développé sans lui. Il y rencontre des hommes plus jeunes, partisans de l'action violente. Il travaille avec eux au sein de la Kenya African Union, en abrégé KAU. Mais lorsque sont connues les premières prestations de Serment Momo et qu'il apprend le projet d'un soulèvement généralisé, il refuse, semble-t-il, de les soutenir. Pourtant, ses prises de position publiques sont équivoques. Cela suffit aux autorités coloniales pour être persuadées qu'il est l'inspirateur du mouvement. Et lorsque l'état d'urgence est proclamé en 1952, Jomo Kenyatta est l'un des premiers arrêtés. La révolte, au bout de 5 longues années, sera noyée dans le sang. Mais les Britanniques qui avaient rêvé de faire du Kenya un pays de l'homme blanc, une seconde Afrique du Sud, seront contraints d'abord à des réformes, puis devront enclencher le processus aboutissant à l'indépendance. Jomo Kenyatta, en prison, était de fait le symbole d'une lutte vieille de plusieurs décennies. Son élargissement était la condition, en même temps que la manifestation éclatante, de l'accession à la souveraineté nationale. Ce qu'on retiendra prioritairement de Jomo Kenyatta est qu'il fut fidèle aux Occidentaux, mais n'hésita pas à condamner fermement leur politique dès qu'elle mettait en cause le principe de la souveraineté des Africains. Voilà, merci à vous Ulrich Lenga et merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. Vous l'aurez remarqué, nos amis d'Accra n'ont pas participé à l'émission aujourd'hui. Eh bien, ils nous disent qu'ils sont en panne d'électricité depuis la lumière revient au moment où nous bouclons l'émission. Pas grave, vous suivrez certainement la rediffusion sur Afrique Média dès lundi. Jomo Kenyatta, donc, c'est celui-là qui disait également... qu'ils avaient, ces Occidentaux, la Bible quand ils sont arrivés, et nous, la terre, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, nous avions la Bible et eux, la terre. Bonsoir, mesdames et messieurs. Retrouvons-nous dimanche prochain, même heure, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah.